The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Frédéric Serval. Salut Frédéric. Salut, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, ça me fait super plaisir parce qu'en fait, je t'avoue que je suis ton travail depuis notamment que j'avais vu passer Red Flag Over Paris, donc qui est sorti en français. Pas encore. Qui a été annoncé. Oui, il a été annoncé, il sortira au premier trimestre 2024 en français chez Notes. Et le titre français, ce sera du coup pas Drapeau rouge au-dessus de Paris, non, ce sera La commune ou la mort, mais Drapeau rouge sur Paris sera le sous-titre. Mais oui, le nom officiel, ce sera La commune ou la mort. Un peu plus radical comme titre en français qu'en anglais, mais oui. Je t'avoue que moi, c'était vraiment le thème du jeu qui m'avait intrigué, comme on dit aujourd'hui, quand je l'avais vu, parce que c'est pas si commun, en fait, d'aborder le sujet de la commune de Paris. C'est pas un événement historique c'est quand même, on sent que c'est encore un événement historique qui est, je dirais pas clivant, mais où il y a encore beaucoup d'affect dedans, je pense, et c'est pas un sujet qu'on retrouve fréquemment dans le jeu de société, en tout cas. D'ailleurs, un peu comme la Révolution française. Ouais, je pense qu'il est clairement clivant, en fait, encore aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet qui est dont on a un peu rediscuté parce que il y a pas mal de gilets jaunes à l'époque où le mouvement était important, il y a quelques années, qui avaient utilisé un peu certains qui avaient réutilisé cette imagerie de la Commune de Paris, parce que c'est quand même un événement qui est assez plastique, donc on peut utiliser dans différents cas, je pense, qu'on peut mobiliser dans différents mouvements politiques. Et du coup, on avait un peu discuté de ça. Il y avait eu des discussions justement sur des gens qui avaient fait assez important. Je me rappelle plus comment il s'appelle comment s'appelle cette analyse politique qu'on voit souvent à la télé. Je me rappelle plus comment il s'appelle, qui était avant sur Canal, bref, mais qui avait comparé Emmanuel Macron à Thiers. Donc du coup, c'est quand même un imaginaire qui est là. Après, je pense que le fait qu'il se soit assez peu discuté, c'est parce que pendant très longtemps, en fait, c'était tout simplement pas ou très peu au programme d'histoire au lycée. C'était quelque chose sur lequel on passait très rapidement, mais ça a été rajouté il y a quelques années au programme, donc il y a maintenant une section un peu plus importante sur la Commune de Paris, donc je pense que ça fera peut-être un peu plus partie de l'imaginaire des générations qui sortent du lycée aujourd'hui. Je pense que c'est un événement qui dépend beaucoup de la famille politique à laquelle nos familles appartiennent. C'est-à-dire que je pense que si tu as été élevé dans une famille qui a plutôt des idées de gauche, c'est au contraire un événement qui est c'est plutôt une partie de l'histoire qui est très mise en avant en tout cas et racontée familialement, en fait presque une transmission familiale ou par des cercles politiques plus que scolaires effectivement. Exactement, ça je pense que c'est très vrai. Avant de rentrer vraiment dans le débat sur tes jeux et sur aussi bien sûr tout ce qui touche à l'histoire parce que c'est un sujet qui te passionne et comment l'histoire peut être utilisée dans le jeu de société. On va rapidement parler un petit peu de ton parcours de joueur. Est-ce que tu t'es d'abord intéressé aux jeux de société ou à l'histoire ou ça a été finalement assez en parallèle? Je pense que c'était en parallèle. Mon rapport aux jeux de plateau, il est un peu particulier, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se retrouveront là-dedans. Jouer à des jeux de plateau quand j'étais pré-ado, en fait. J'avais joué pas mal à Magic, j'avais joué pas mal à Warhammer, ce genre de trucs-là. On jouait beaucoup à Risk, tous ces trucs-là. Et puis finalement, arrivé à partir d'un certain âge, j'ai vraiment basculé complètement du côté des jeux vidéo. Alors que dans l'enfance et dans la préadolescence, il y avait un partage entre les jeux vidéo et les jeux de plateau. Complètement basculé de ce côté-là. Et finalement, j'ai perdu un peu de vue les jeux analogues, on va dire. Et ce qui s'est passé, c'est... je pense que c'était fin de vingtaine à peu près. Je me suis dit que mon travail c'était d'être devant un ordinateur et j'avais du mal à me dire que quand j'allais me divertir, j'allais me remettre devant un écran. Je me dis c'est un peu trop et je me suis dit tiens je vais réexplorer. J'ai toujours aimé les jeux de plateau, j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'aime le jeu de manière générale et j'ai eu envie de voir un peu ce qui se faisait à ce moment-là. Donc c'était une dizaine d'années et j'ai commencé à regarder et du coup j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de plateau en général. Je pense que le premier jeu que j'avais acheté c'était Small World, parce que du coup je voulais retourner sur des trucs de stratégie, voir un peu ce qui se passait, et je me suis rendu compte en allant dans les magasins qu'il s'était passé beaucoup de choses, et du coup ça m'a pas surpris. Et en fait un jour assez tôt dans ma recherche, je suis tombé sur une boîte qui s'appelle The Twilight Struggle, donc beaucoup de gens connaissent parce que du coup ça a été le jeu qui a été numéro 1 sur Board Game Geek pendant très longtemps. C'est vraiment un grand classique du jeu d'histoire, et en fait je savais pas que ce type de jeu existait tout simplement. Du coup j'ai acheté Twilight Struggle,
parce qu'à la base, moi, l'histoire, c'était ma formation, donc c'était quelque chose qui m'intéressait forcément, et j'avais même pas imaginé le fait que je pouvais mélanger deux choses qui me passionnent, le jeu et l'histoire, dans le format du jeu de plateau, en fait. Ce que j'aimais bien faire en jeu vidéo, je jouais pas mal à des jeux de stratégie et des choses comme ça, mais je savais pas que ça existait dans l'univers du jeu de plateau. Et en fait, Twilight Struggle, ça a ouvert quelque chose pour moi, je me suis rendu compte du potentiel, et du coup, j'ai commencé à explorer, découvrir, et je me suis rendu compte de la richesse de ce qui existait, en fait, dans ce domaine-là, du jeu d'histoire en général, et le wargame en particulier. C'est vraiment par là où j'ai vraiment creusé, j'ai beaucoup joué à des jeux de guerre pour commencer, mais après voilà, j'ai toujours été intéressé par l'histoire dans le jeu en général. Ok, non mais tu fais bien la distinction entre wargame et jeux d'histoire, et Oui. je pense que toi tu te revendiques plutôt comme créateur, enfin designer de jeux d'histoire plus que de wargame en fait. Oui, alors du coup je pense que le wargame en fait pour moi recouvre différentes choses. Le wargame c'est un jeu qui va représenter un conflit militaire et qui peut être fantastique ou historique. Et donc du coup, de cette manière-là, quand on pense aux jeux d'histoire, tous les jeux d'histoire ne parlent pas forcément de conflits militaires. Il y a beaucoup de jeux d'histoire qui parlent de politique, qui parlent de différentes choses, et il y a un sous-ensemble du jeu d'histoire qui est le jeu de guerre historique, mais à savoir que le jeu de guerre lui-même va au-delà du jeu d'histoire, donc du coup c'est vraiment un peu des diagrammes de Venn comme ça, avec des parties qui sont superposées. Moi je joue à tous les jeux d'histoire, qu'ils soient militaires ou pas, j'aime beaucoup les jeux de conflits militaires, c'est par là que je suis rentré, mais après moi mon intérêt il est au-delà de ça, je m'intéresse aux jeux d'histoire en général. Et comment tu classifies tous ces jeux, souvent d'ailleurs des Eurogames, ou enfin en tout cas ce qu'on appelle les jeux à l'allemande, où on a un fond, enfin une toile de fond historique, mais dont on dit souvent que le thème est plaqué. Ouais. Est-ce que tu les considères quand même, je pense à par exemple un jeu comme Mombasa, Ouais. Bon, on en reparlera avec une histoire qui peut être un peu aujourd'hui discutée, ou même Puerto Rico. Ouais. Il y a quand même un fond historique. Est-ce que ça reste des jeux d'histoire pour toi, ou les thèmes est trop plaqués en fait Ouais, du coup, faire cette distinction-là, ça va être dur, hein, c'est comme toutes les catégorisations, elles sont forcément artificielles, et on pourrait dire, comme on dit en statistique, tous les modèles sont faux, mais certains sont intéressants. Et en gros, voilà, c'est toujours un peu difficile de mettre une ligne de manière arbitraire quelque part. Pour moi, la différence, ça va vraiment être l'intention du jeu. Et pour moi, les jeux d'histoire, c'est des jeux dont l'intention est de parler de l'histoire et qui utilisent les mécaniques pour servir cet objectif. À l'inverse, quand je pense à un autre jeu que j'aime beaucoup, Tigris et Euphrates, qui est un pur euro allemand. Le but du designer, c'est pas de représenter les dynamiques politiques complexes de cet événement en particulier. Il avait les mécaniques en tête et il utilise le thème historique comme une couche esthétique en fait. Et du coup, c'est vraiment le rapport à l'histoire qui est différent. Ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des choses intéressantes qui vont être dites de l'histoire dans ce type de jeu-là, et que ça vaut pas le coup, quand on s'intéresse à l'histoire et au jeu, de regarder et de se dire, tiens, quels sont les types de clichés historiques qu'on peut voir, la manière dont est représentée l'histoire, mais la démarche du designer est radicalement différente, et on va pas avoir les mêmes attentes que quelqu'un qui fait un jeu d'histoire d'abord, et qui va utiliser les mécaniques au service de l'histoire, plutôt que l'histoire au service des mécaniques. Pour moi, c'est vraiment ça la distinction. Pour avoir fait, quand j'étais chez Proxy Jeux, on faisait une chronique avec Hammer sur justement les thèmes historiques dans les jeux. Si je pense à un jeu comme Hansa Teutonica, on se rendait compte quand même qu'il y avait des éléments mécaniques qui étaient probablement inspirés de réalités historiques qui avaient dû être lues par dans son travail de recherche par l'auteur, et qu'il en avait probablement réutilisé d'une certaine manière en fait. On le voyait bien à Lou. Pour Hansa Teutonica, pour Gugong aussi, qui est un jeu dans lequel on se fait des cadeaux pour éviter en fait, puisque la corruption était interdite, et donc en fait c'était un système de cadeaux qui avait remplacé ça. On comprend bien que c'est quand même c'est cet élément qui va devenir l'élément mécanique du jeu, qui était l'inspiration historique en fait du jeu. Donc là il y a quand même des auteurs pour qui les deux sont vraiment mêlés plus que pour d'autres auteurs en fait. Et je pense que justement Gugong et Hansa Teutonica, c'est des exemples typiques de ce qui se passe aujourd'hui, où la frontière est difficile à établir. Parce que clairement, comme tu disais, il y a des mécaniques qui sont clairement là pour représenter quelque chose d'historique. Même si fondamentalement c'est des euros, etc. Donc on est vraiment sur la course au point de victoire, et on est vraiment... Le focus est beaucoup plus...
le design se concentre vraiment sur l'expérience de jeu plus que sur la compréhension historique, on est vraiment dans une zone grise en fait. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Moi j'aime bien ça, je trouve ça vraiment bien. Ça rend les jeux encore plus intéressants et c'est vraiment intriguant quand finalement qu'un jeu nous donne envie de comprendre un peu mieux le contexte historique, et quand on comprend un peu mieux le contexte historique, on regarde le jeu d'une manière différente. Et en fait cette interaction là, ce dynamisme dans l'interaction, je trouve ça super intéressant. C'est des thèmes qui t'intéressent beaucoup. D'ailleurs, tu as créé une chaîne YouTube qui est consacrée en fait au jeu et à l'histoire, Ouais. Homo Ludens. Je pense que tu disais que cette chaîne, au départ, elle avait un peu, enfin, tu avais du mal à trouver comment l'orienter, puis c'était venu progressivement finalement l'orientation que tu lui avais donnée. Ouais, ça a été un peu compliqué dans qu'est-ce que je voulais faire de cette chaîne. À la base, j'ai fait cette chaîne avec une audience en particulier. Et mon archétype, je visais mon frère. Et en gros, mon frère, c'est quelqu'un qui aime l'histoire, qui aime les jeux de plateau, mais qui ne joue pas forcément à des jeux d'histoire, qui ne sait pas forcément qu'ils existent. Quand il est au courant que ça existe, il trouve ça compliqué et des fois un peu rebutant, parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore dit, mais souvent le jeu d'histoire, ça peut être un peu laid, ça peut être des jeux qui sont très longs et très compliqués. Et donc du coup, il y a un peu cette... Avec beaucoup de règles complexes à intégrer pour les joueurs et joueuses, ouais. Et du coup, ça a cette image un peu austère, quoi. Et donc du coup, pour moi, j'avais visé particulièrement cette audience-là, qui est une audience très très spécifique, mais voilà, j'avais fait cette chaîne pour convaincre mon frère et les gens comme mon frère de s'intéresser aux jeux d'histoire et de rentrer un peu dans cet univers qui, à mon sens, si on y rentre par le biais de gens qui sont bienveillants et qui ont cette envie en fait de le rendre accessible et qui utilisent des jeux et qui montent des jeux qui sont accessibles au plus grand nombre, en fait je pense que ce public-là se rendra compte que le jeu d'histoire ça peut être pour eux et ils n'ont pas forcément besoin d'aller jouer à des jeux qui durent 25 heures avec des règles extrêmement complexes, il y a des trucs pour tout le monde en fait. Donc j'ai commencé avec ça. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que en interagissant avec ma propre communauté, donc ma communauté des joueurs d'histoire, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voyais dans la manière dont nous-mêmes, en tant que communauté, on parlait de l'histoire, dont on en débattait, et que, en fait, je me suis confronté à quelque chose et je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que les principales voix qu'on entend dans ce hobby-là sont pas forcément des choses avec lesquelles je suis d'accord. Et du coup, il y a une partie de mon contenu qui s'est orientée sur, en fait, discuter du jeu d'histoire de manière un peu plus ouverte, et finalement discuter de sujets qui sont des fois difficiles. Typiquement, on fait beaucoup de jeux de guerre, mais dans les jeux de guerre, on représente jamais la dimension des victimes civiles. Donc souvent en fait on a énormément de détails dans les règles, mais en fait on se rend compte que on représente l'histoire de manière extrêmement superficielle, et du coup je me suis dit en fait j'aimerais bien parler de toutes ces choses là pour avoir des discussions qui font que le jeu d'histoire sera plus intéressant dans le futur et peut-être inspirer des gens à voir le jeu d'histoire différemment et aussi à l'aborder en tant que designer différemment, et donc potentiellement inspirer aussi des concepteurs de jeux pour dans le discours. Donc du coup articuler les deux, montrer que le jeu d'histoire finalement ça fait plein de choses et que c'est intéressant pour des gens qui s'y connaissent pas, et pour les gens qui s'y connaissent, parler de sujets qui sont pas en général forcément abordés qui sont pas ceux qui sont les plus abordés. Exactement, ouais. En fait, t'as cette vision quand même, parce que, peut-être que ça peut être un peu stéréotypé, mais même pour moi qui suis joueuse de jeux de société, en hobby numéro 1, tout ce qui est les jeux d'histoire ou les wargames, on sent que c'est une niche dans la niche, en fait, déjà, qui est pas, et on n'a pas forcément le sentiment que c'est facile d'y accéder. Alors, d'autant plus, on a l'impression aussi que c'est un milieu beaucoup moins féminin, en fait. C'est pas une impression. Une branche du jeu. C'est vrai. Voilà, je pense que c'est pas qu'une impression. Est-ce que c'était aussi une volonté, toi, de lui donner j'imagine que c'était une volonté de lui donner plus d'ouverture vers aussi à dépasser la communauté, la communauté classique des joueurs de jeux d'histoire et de wargame. Et je dis joueurs volontairement parce que c'est majoritairement des hommes. Alors majoritairement, on va se dire les choses, hein. C'est ultra majoritairement des hommes. Toutes les études qui ont été faites, alors du coup c'est pas des études super sérieuses parce que du coup on va pas avoir des gens qui vont faire des doctorats de sociaux sur l'univers du jeu de guerre, malheureusement, mais bon voilà, il y a quand même à chaque fois qu'on fait des questionnaires pour avoir des points sur la communauté. Moi quand je regarde mes statistiques YouTube,
J'avais fait une enquête sur la communauté du wargame français, aussi sur un forum qui s'appelle Stratégicon. Il y avait des Américains qui avaient fait une enquête sur le wargame figurine aux États-Unis. Et en général, si on est à 1% de femmes, c'est à peu près la moyenne haute. Donc c'est juste D'accord. on se parle pas de 70-30, 80-20, c'est un milieu qui est à 99% des hommes. Et quand on regarde le type d'hommes, ça va être en général des gens qui ont fait des études supérieures, et du coup en fait il y a quand même on va dire, je pense que on peut dire qu'il y a une homogénéité sociale très très forte dans le jeu de guerre, dans le jeu d'histoire. Ce qui bah, forcément crée aussi de l'entre-soi. Exactement. Et n'aide pas forcément à l'ouverture, hein, puisque ce qui est logique, hein, finalement c'est une sorte de cercle. Hein, Exactement. Plus on est ensemble, moins on est ouvert à d'autres personnes. Quoi. Et je pense que c'est pas une fatalité en fait, et c'est ça la différence, et c'est pour ça aussi que je pense que ma position elle est un peu hétérodoxe là-dessus. Je pense que c'est pas une fatalité. Moi personnellement, j'ai pas envie de jouer qu'avec des vieux monsieur de 60 ans. J'ai envie de jouer avec tout le monde. Et je pense que j'adore jouer avec des vieux monsieur de 60 ans. Il y en a qui sont super. Il y a des gens que j'ai rencontrés que j'aime beaucoup et avec qui j'adore jouer. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir jouer avec des femmes, jouer avec des gens qui sont un peu plus jeunes, pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour moi, le jeu, c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, d'interagir avec des gens. J'aime jouer autour d'une table pour passer du temps avec des gens, c'est pas que le jeu qui est important. Donc du coup, j'ai envie de rencontrer des gens différents, ça c'est la première chose. Et aussi, je pense que en tant que hobby ou communauté, les jeux qu'on va pouvoir proposer vont être enrichis par le fait qu'on a une richesse de perspective des gens qui font les jeux en fait. Et donc moi j'ai envie de jouer à des jeux qui sont faits par des gens différents aussi. Donc du coup c'est même moi en tant que joueur, de manière peut-être très 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 égoïste, en tant que joueur j'ai envie de jouer avec des gens différents, à des jeux différents, et explorer l'histoire des sujets que je connais pas ou des angles auxquels j'aurais pas pensé. Justement, je me demandais si, tu vois, bon, on en parlera un peu plus tard, mais le fait qu'on n'aborde pas forcément, la prise en compte des victimes, des conflits, tout ce qui est un peu enfin, qui dépasse la simple stratégie militaire, qui est un peu l'image d'Épinal qu'on a du wargame, par exemple. Oui. Est-ce que c'est pas, en fait, justement, en changeant ce prisme, qu'on intéressera peut-être aussi d'autres personnes? Enfin, j'imagine que c'est peut-être, c'est de pas, enfin, d'avoir plus de variété dans ce qui est pris en compte. Alors je suis vraiment d'accord. Je pense que tu as raison. Les sujets permettront aussi d'intéresser au jeu d'histoire des gens différents. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi les types de mécaniques qu'on propose, les types d'expériences ludiques. En fait, je pense que plus on a d'expériences ludiques différentes, plus on va intéresser des gens, parce que du coup le jeu c'est pas quelque chose qui est monolithique. Les gens vont prendre plaisir à différents types de jeux. Le jeu de rôle c'est très différent du jeu de plateau, qui peut être très différent même à l'intérieur du jeu de plateau. Des jeux qui sont très mathématiques, des jeux qui sont plutôt des jeux où l'aléa ou la chance vont être importantes. Il y a plein de types de jeux qui sont importants. Donc changer les sujets, avoir une diversité de sujets, avoir une diversité de mécaniques et une diversité d'expériences ludiques, ça je pense que c'est important. Mais moi ce que je vois qui m'intrigue un peu, c'est que quand bien même ce serait le cas, le fait qu'on se concentre sur certains sujets, pour moi ça n'explique pas le fait qu'on ait 99 à 100% d'hommes dans cette communauté-là. Parce que si je regarde les statistiques de l'armée française, aujourd'hui dans l'armée française, je pense qu'on a 16% de femmes. Et du coup, j'ai du mal à expliquer qu'on n'ait pas au moins 10-15% de femmes dans le jeu de guerre, en fait. C'est ça le problème. Ouais. Et donc je pense qu'il y a quand même une discussion plus large à avoir sur... mais en fait, on a eu un entre-soi qui s'est construit depuis longtemps, et c'est normal parce que le jeu de guerre c'est pas une institution, donc c'est des gens, donc ça se fait organiquement, et c'est difficile d'aller contre ça, mais je pense que en tant que collectif, ce serait positif que finalement la plupart des joueurs se disent quand je fais un club, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus accueillant possible, et c'est un travail collectif qu'on doit absolument faire. Alors oui, je pense que les autres sujets, les nouveaux sujets, les nouvelles mécaniques peuvent nous aider, mais après il y a aussi un effort à faire sur le terrain pour faire en sorte que ce soit accueillant, quoi. On parlait des femmes, mais je pense aussi aux personnes racisées. Est-ce que c'est parce que déjà dans le jeu de société, on constate que c'est quand même un loisir où il y a moins de personnes racisées que dans la représentation sociale. Est-ce que dans le jeu de guerre, tu retrouves la même chose? Je pense que dans le jeu de guerre, ça va un peu dépendre dans quelle société le club est. Parce que du coup, voilà, ça reflète aussi une réalité sociale.
les clubs de jeux de guerre, ils sont pas dans un vide social, ils sont dans un contexte social, donc du coup, les clubs de jeux de guerre qu'on va avoir en France vont être relativement différents de, en fait, moi, les clubs dans lesquels je suis en Angleterre. En Angleterre, qui est une société qui a ses problèmes, mais qui, fondamentalement, je dois admettre, est plus mixte. Surtout à Londres, en tout cas en Londres en particulier. Et c'est vrai qu'à Londres, finalement, on va avoir plus de personnes racisées de manière complètement normale. Enfin, c'est naturel parce que c'est aussi la société londonienne qui est plus comme ça. Donc sur ce point-là, on peut dire que l'Angleterre, c'est un peu plus un peu plus ouvert sur ces sujets, un peu plus mélangé. Plus ouvert, ouais. Mais c'est vrai que oui, ça, on va clairement avoir plutôt des gens, qui sont des gens qui sont très blancs en fait. Mais c'est lié aussi, si on regarde les statistiques des comment ça s'appelle, des études supérieures, quand on regarde les gens qui sont en doctorat ou en master, on voit ça aussi. Et comme on regarde qui sont les joueurs, finalement c'est un reflet de ça. Je pense pas que ce soit forcément quelque chose de particulier, tant particulier aux jeux que particulier aux sociétés dans lesquelles les jeux se développent. On va parler maintenant aussi de la création de tes jeux. Donc, on l'a dit tout à l'heure, ton premier jeu, c'est donc Red Flag Over Paris, donc La Commune ou la Mort. Et tu as créé d'autres jeux. Alors, avant qu'on rentre plus en détail sur cette première expérience, tu as aussi fait un jeu qui s'appelle A Jest of Robin Hood, donc qui parle de l'insurrection dans le Nottinghamshire au XIIe siècle. Ouais. Tu as aussi fait un jeu qui est, si j'ai bien compris, que tu as créé dans un temps très limité, un peu comme des contraintes de Game Jam sur la bataille de Gravelotte en 1870, donc c'est pendant la guerre entre la France et la Prusse. Ouais. Et tu as aussi un jeu qui s'appelle A Very Civil Whist, qui parle de la guerre civile anglaise, donc au milieu du XVIIe, donc pas forcément un événement qu'on connaît très bien en France. Donc c'est lorsqu'il y a eu l'affrontement entre les partisans royalistes donc de Charles Ier contre les partisans plutôt les parlementaristes en fait. Voilà. J'ai l'impression que ce qui relie beaucoup de tes jeux quand même, c'est j'ai l'impression que tu t'intéresses beaucoup aux guerres civiles, aux insurrections, qui sont souvent, alors qui sont différentes de conflits militaires un peu officiels, je sais pas comment, c'est peut-être pas le bon terme, mais en fait beaucoup plus cadrés, je pense même au niveau des règles internationales de guerre en fait, et aussi qui sont souvent des événements, on a tendance à dire que les guerres civiles sont beaucoup plus violentes parce qu'elles déchirent des populations qui sont en principe, qui vivent en principe sur un même territoire et qui ont une forme d'adhésion ou qui sont censés appartenir à une même nation. L'insurrection, la guerre civile, c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement ? Oui, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant parce que c'est des sujets où aussi il est difficile de pas voir la dimension politique du conflit armé en fait. Et je pense que les conflits armés sont tout le temps politiques à différents degrés, mais voilà, la guerre c'est une extension de la politique. Et je trouve que dans le contexte des guerres civiles, on est complètement là-dedans et c'est impossible de dissocier le politique du militaire, et qui est quelque chose qui moi me tient à cœur, qui m'intéresse particulièrement et c'est une préférence personnelle. Alors la guerre franco-prusse c'est un cas un peu à part. Je me suis intéressé à la guerre franco-prussienne parce que la guerre franco-prussienne a mené à la Commune de Paris. Donc du coup en fait c'est presque par accident que je me suis intéressé à ce conflit-là et je me suis rendu compte que finalement c'était un conflit qui était assez peu représenté, dont j'avais assez peu entendu parler à l'école ou à la fac d'histoire, et du coup ça a été aussi une découverte pour moi. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Et je trouve que l'histoire de ce qui s'est passé au niveau de la doctrine de l'armée française à ce moment-là est super intéressante au niveau de l'histoire militaire en fait. Mais c'est vrai que oui, je m'intéresse beaucoup aux insurrections, aux guerres asymétriques, aux guerres civiles. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et après, ça veut pas dire que je ferai que ça. Je suis aussi ouvert à faire d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est les sujets qui me parlent le plus, ouais. Parce qu'il y a la dimension civile justement qui va être forcément plus présente aussi. On peut pas se concentrer que sur des batailles, du coup, ça va être plus déconnecté et peut-être aussi de choses qui sont moins cadrées, moins organisées dans le conflit. On peut pas s'intéresser qu'à la dimension militaire, on est obligé de s'intéresser à la dimension politique, c'est-à-dire que voilà, il y a aussi il faut pas que gagner des conflits, il faut aussi convaincre, et j'aime bien en fait cette articulation. En fait, une victoire militaire, elle se fait pas toute seule, et elle est pas forcément stable, et d'ailleurs on a vu plein d'exemples dans l'histoire contemporaine. L'Afghanistan, c'est une victoire militaire, c'est une défaite politique totale. Et je pense que c'est un bon exemple de penser à ces choses-là, de les articuler ensemble pour comprendre finalement les conflits d'aujourd'hui. Beaucoup des conflits auxquels on est confronté aujourd'hui sont
il y a de la dissymétrie ou de la symétrie, et il y a des dimensions politiques qui sont extrêmement fortes, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, c'est des choses qu'on voit, et finalement c'est notre quotidien, et je trouve que regarder, analyser, interagir avec ces anciens conflits, ben, finalement ça nous permet de, par certains aspects, mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que si on prend la situation européenne, en fait on voit bien qu'on vit toujours les conséquences des guerres mondiales qui sont elles-mêmes les conséquences de la politique du moment où l'Allemagne a voulu entrer sur la scène internationale et du conflit entre Bismarck en tant que Premier ministre et la France. En fait, on est toujours dans la suite logique de ces événements. Oui, complètement. Et ça fait effectivement 150 ans, ça fait 150 ans et en fait on en paye toujours un peu les pots cassés, quoi. Oui, exactement. Non, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des grands antagonismes qui ont marqué l'histoire dans le temps. Notre antagonisme avec l'Angleterre par rapport au colonialisme, etc. Bon, bah ça c'est encore des choses dont on vit les conséquences aujourd'hui. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ben c'est beaucoup en fait les résultats de la rivalité géopolitique entre la France et l'Angleterre. Donc il y a ça, la rivalité entre l'Allemagne et une grande partie de l'Europe quand la Prusse a voulu émerger, parce que du coup c'est des conflits avec l'Autriche, c'est des conflits avec le Danemark, c'est surtout des conflits énormes avec la France, mais voilà, en fait c'est pas que contre nous, mais oui, il y a cette volonté d'émergence qui rentre en friction avec des puissances déjà établies, et donc toutes ces choses-là, ça permet d'expliquer énormément de choses. C'est aussi la puissance de l'histoire, en fait, c'est de réussir à recontextualiser les choses, à apporter de la nuance et à faire qu'on comprend mieux ce qui se passe. Sur ton premier jeu, donc là sur la Commune de Paris, donc tu as constaté que c'était un thème qui était peu abordé. Tu t'es lancé et tu as dit que c'était une expérience qui avait été quand même somme toute difficile, ce qui se conçoit pour un premier jeu, où tu as eu beaucoup d'hésitations, de doutes. Ouais. Alors pour revenir sur le fait que ce soit peu abordé, je dirais plus que c'est peu abordé. J'avais jamais été abordé à ma connaissance. Oui, voilà. Ouais. Oui. Alors il y avait dans les années. Mon seul exemple en tête, c'est certains jeux dans lesquels il y a des cartes avec Louise Michel. Oui. Je pense que c'est dans certains jeux de Martine Wallace. On a des cartes où il y a Louise Michel et c'est à peu près tout ce que je trouverais comme occurrence de quelque chose qui se rapporte de près ou de loin à la Commune de Paris. Donc oui, en effet, les cartes Louise Michel, ça va arriver, c'est très très rare, mais voilà, donc du coup ça va être une référence à l'histoire de la Commune, mais sans parler de la Commune directement. Et après, je crois qu'il y avait un magazine de jeux d'histoire américain qui, au début des années 80, avait fait un jeu sur le siège de Paris, qui est donc le siège, mais c'était le siège prussien, fin 1870, début 1871, sur le siège de Paris, mais donc qui parle même pas vraiment de la Commune en tant que telle. Donc oui, c'était le premier jeu que j'ai fait. Et je pense que c'est le jeu qui m'a fait devenir concepteur de jeu, mais à la base, j'avais pas prévu de devenir concepteur de jeu. Je jouais beaucoup aux jeux d'histoire, et ce que j'aimais faire, c'était trouver un sujet qui m'intéressait, que je connaissais peu, que j'avais envie d'explorer, et en fait, j'aimais jouer à des jeux sur ces sujets-là, et en même temps, lire des bouquins. Et du coup, j'avais vraiment cette double interaction avec l'histoire, et c'était ça que j'aimais faire. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai voulu m'intéresser à la Commune de Paris, et j'avais trouvé quelques bouquins, mais j'avais pas trouvé de jeu. Et du coup, ça m'avait un peu frustré. Et du coup, de par cette frustration, à cette époque-là, en fait, je jouais toutes les semaines, j'étais au Danemark et je jouais toutes les semaines avec un ami qui lui aussi concepteur de jeux, et en fait il m'a dit écoute, la seule chose à faire quand tu te découvres qu'il y a un sujet qui n'a pas de jeu et tu penses qu'il devrait y avoir un jeu, c'est de sortir les mains des poches et de te mettre au boulot, quoi. Et donc du coup, comme j'avais l'expérience de travailler avec lui pour l'aider à développer ses jeux, faire des playtests, etc., en fait il m'a mis le pied à l'étrier pour me dire vas-y, lance-toi, et du coup ça a commencé comme ça. Mais oui, c'était une expérience difficile parce que déjà c'était un sujet qui me tenait à cœur, et je pense que c'est toujours plus dur quand c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce que on n'a pas envie de faire d'erreurs, des fois on se sent submergé par la responsabilité. Surtout, il y a aucun jeu qui existe sur le sujet, alors du coup il y avait des fois des énormes moments de doute où je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie que ce jeu ce soit le seul jeu sur la Commune, et donc toutes ces choses-là, je suis quelqu'un qui est naturellement très anxieux, et donc du coup ça n'aide pas, qu'il y a énormément de doutes, et donc du coup tout ça s'est cristallisé en fait.
On sait que le game design, c'est beaucoup de remise en question, d'itération, donc faut accepter de repartir, de recommencer. Donc oui, effectivement, c'est toujours une expérience. Enfin, ça prend du temps en fait. Oui, c'est vraiment une expérience qui peut être pénible, et surtout quand on a tendance à avoir un regard très dur sur soi-même. Comme tu disais, c'est comment ça s'appelle, c'est un processus où il faut accepter de faire plein d'erreurs, de faire des trucs nuls, de complètement l'accepter, de se dire c'est pas grave, il faut que je me rende compte que c'est nul le plus vite possible pour avancer. Mais c'est vrai qu'au début ça peut être ça peut être très très dur, surtout quand on est très sensible à ça et qu'on se dit à chaque fois ah non mais en fait ce que je fais c'est trop nul, il faut que j'arrête, c'est une catastrophe. Alors que non, il faut être nul très vite, le plus vite possible, pour très vite évacuer toutes les mauvaises idées, parce qu'on va avoir forcément plein de mauvaises idées, et en fait c'est un processus normal. Mais en fait il faut apprendre ça, en fait il faut apprendre à accepter que qu'en fait ces premiers protos ils vont être vraiment très mauvais, que tout le processus de conception d'un jeu ça va être parsemé de plein de super mauvaises idées, et que c'est pas grave en fait. Et donc du coup ouais, cette première expérience a été un peu dure, et aussi parce que j'étais un peu plus isolé. Combien de temps t'as mis en tout pour, tu dirais, entre le moment où t'as démarré, enfin t'as eu la première idée de faire le jeu et le moment où la version, le jeu était fini. où t'as dit c'est la version def et voilà, on n'y touche plus. Alors, je pense que ça a dû mettre... le problème c'est la version def et on n'y touche plus. Je sais pas si cette version existe, puisque du coup là je sors une expansion avec une variante qui va sortir dans un magazine là dans quelques mois, et qui est d'ailleurs sur laquelle cette variante on peut déjà y jouer sur Rally the Troops. Donc du coup je continue des fois à toucher à certains trucs, mais je pense que le gros du développement avant sa publication, ça a dû me prendre 1 an et demi, 2 ans je pense. Sachant que tu fais pas ça à plein temps, hein, évidemment, mais tu as un travail à côté. Il y a personne dans le jeu d'histoire qui fait ça à plein temps, hein. C'est pas une carrière, ouais. Tu disais, donc le jeu va être édité par Nuts. Ouais. C'est une fierté aussi que ce soit en français, Ouais. parce que effectivement, on en parlait en off, hein, mais il y a peut-être une plus grosse communauté anglo-saxonne, enfin en tout cas anglophone pour les jeux d'histoire peut-être. Il y a beaucoup de jeux qui sortent pas forcément en français, et je pense qu'il y a les joueurs de jeux historiques ou wargame en France sont habitués à jouer en anglais en réalité. Oui, ça c'est vrai. C'est quand même une fierté de le voir sortir en français, ouais. Ouais, pour moi c'était vraiment important que ce jeu-là en particulier sorte en français. J'avais exprimé ça à mon éditeur GMT, en leur disant voilà, s'il y a une quelconque possibilité de localisation, j'ai vraiment envie qu'on le fasse, même si c'est pas forcément financièrement super avantageux ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie que ce jeu existe en français. Bon là il s'avère qu'avec Nuts c'est quelqu'un avec qui GMT, c'est un éditeur avec qui GMT travaille souvent, et je sais que ce sera super bien fait, donc c'était une double victoire pour moi. J'étais vraiment content parce que le jeu sera sorti en français, et 2 il sortira pour chez un éditeur qui pour moi est probablement le meilleur éditeur français aujourd'hui dans cette catégorie de jeu. Donc du coup j'étais content à double titre en fait. Donc ça c'était plutôt super. Donc tu disais premier trimestre 2024, c'est ça la sortie officielle en France ? Ouais, premier trimestre 2024, le plateau a été traduit, toutes les cartes ont été traduites, et du coup d'ailleurs c'est avec le prototype français, j'avais fait une démo à la Paris et Ludique cet été, donc du coup le matériel est prêt. Les règles sont traduites, et là il y a du travail qui est fait en ce moment sur la traduction des notes historiques, parce que le jeu vient avec un livret de notes historiques qui est beaucoup plus gros que le livret de règles, parce que les règles sont assez simples finalement, mais le contexte historique est plus c'est lourd. du card driven, c'est ça, on joue avec des cartes, ouais. et c'est très proche d'un Twilight Struggle, mais d'un Twilight Struggle light, on va dire. Donc du coup sur un plateau beaucoup plus restreint. Il y a que 12 espaces différents, et après voilà, avec un deck qui est aussi moins important, et des cartes qui sont peut-être un peu moins complexes, donc voilà. On peut aussi y jouer en ligne, Ouais. donc sur un site qui est spécialisé pour proposer des jeux d'histoire ou des jeux de guerre, Rally the Troops. Comment ça s'est passé cette adaptation ? Alors déjà peut-être pour contextualiser, dans l'univers des jeux d'histoire, on a toujours eu des solutions pour jouer en ligne à la plupart des jeux, même les jeux des fois super obscurs qui ont des tirages à 150 exemplaires, etc. On va avoir des solutions pour jouer en ligne. Pour ça, c'est une communauté qui est très bien organisée. On utilise une plateforme qui s'appelle Vassal, qui est une plateforme open source, qui est donc juste un logiciel pour lequel on va pouvoir développer des modules pour pouvoir jouer en ligne les uns avec les autres.
c'est très moche, c'est très austère, mais la communauté est basée sur ça, parce que c'est très difficile de trouver des joueurs de jeux d'histoire, et du coup c'est une communauté qui s'est très vite, très tôt, très organisée pour faire des jeux par correspondance en fait. Donc ça a toujours été partie de notre culture. Après, il y a des plateformes comme Tabletop Simulator aussi qui ont permis de faciliter ça. Moi, je travaille beaucoup sur Tabletop Simulator pour le développement, mais ça fait que, en général, mes jeux vont souvent être disponibles sur Tabletop Simulator. Et après, oui, on a un nouvel entrant dans notre univers du jeu d'histoire. Et je dis vraiment jeu d'histoire parce que du coup, c'est Thor, la personne qui développe Rallye de Troops, est aussi intéressé par le jeu d'histoire en général et pas que le jeu de guerre. Il fait partie un peu de ce courant-là. Et a développé cette plateforme qui s'appelle Rallye de Troops, qui est une plateforme en ligne, donc c'est un pur site internet, mais qui va contenir une petite quinzaine de jeux, et en fait il rajoute des modules au fur et à mesure, et l'avantage c'est que, 1, il n'y a rien à installer, 2, c'est beaucoup plus joli que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, et le troisième avantage c'est que les règles sont intégrées dans le module, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas faire d'erreur quand ils jouent, le module va les guider sur chaque étape, donc on est quelque part un peu hybride entre le pur jeu de plateau où le jeu n'existe que dans l'esprit du joueur, et le jeu vidéo, où finalement les règles vont être intégrées dans l'objet avec lequel on interagit. Donc du coup ça simplifie le processus d'apprentissage pour ceux qui connaissent pas le jeu, et aussi ça simplifie le jeu par correspondance, comme ça il n'y a pas d'erreur, c'est fluide, etc. Et c'est vrai que ça propose une expérience super intéressante. Comme les règles doivent être intégrées dans le code, c'était un processus intéressant de travailler avec Thor, justement pour en fait partie de règles écrites qui sont écrites pour un cerveau humain, et à se poser la question de comment on fait pour traduire ça dans un programme informatique, et donc du coup ce processus-là était super intéressant, et du coup ça fait que souvent on découvre des choses qu'on n'avait pas imaginées, parce que du coup la machine va potentiellement voir des angles morts, ou qui nécessitent de la clarification, qui peuvent être clairs pour un humain quand il lit un texte, mais qui va pas forcément être clair pour une machine, et du coup ce processus-là était super intéressant. Et puis ça m'a permis aussi d'intégrer une variante qui me tenait à cœur, que j'avais mis disponible gratuitement sur Board Game Geek, et qui là était disponible directement dans le jeu, qui s'appelle la variante censure, qui apporte un peu plus de complexité stratégique au jeu. Donc du coup on peut jouer à la version originale, à la version censure. Et donc voilà, c'était vraiment un super exercice. Et c'est une plateforme que je trouve assez géniale, sur laquelle je joue la plupart du temps. Je pense que le gros de mes expériences ludiques, c'est ça, Board Game Arena, et après mon club de jeu. Après, Red Flag Over Paris, tu as créé Gravelotte, donc le jeu c'est sur la bataille, en fait, une bataille de 1870. Tu l'as créé, en fait, je pense, pour un magazine, c'est ça? C'est un jeu que tu as créé dans un temps restreint pour un magazine, il me semble? Ouais, c'est ça. Ouais. Ou j'ai une bêtise? Non, c'est ça. Et sur une bataille qui est méconnue, et c'est vrai que je pense que la guerre 1870, en fait, n'est pas si connue que ça. En France, en fait, on aborde plus la création de la Troisième République, mais sans trop regarder ce qui s'est passé un peu avant. Et suite à ça, d'ailleurs, tu as créé t'as décidé de créer une game jam, Compte Sim Game Jam, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Qui est dédié aux jeux d'histoire? Qui est dédié aux jeux d'histoire, ouais. Du coup, oui, en fait, c'est parti de... En fait, avec la pandémie, j'ai commencé à être très actif sur Discord, parce que je m'embêtais un peu à la maison. et donc du coup, j'ai rejoint le Discord des joueurs de jeux Coin, qui est une série de jeux justement de conflits asymétriques, dont peut-être on parlera un peu plus tard. Et du coup, voilà, qui était une communauté de gens qui jouaient énormément à ces jeux-là. Et en fait, par ce biais-là, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis, voire des gens avec qui je travaille au quotidien aujourd'hui. Ouais, par ce biais-là, j'ai commencé à interagir avec des gens avec qui j'ai commencé à designer en parallèle, en fait, un peu comme des collectifs, où on parlait de jeux, on parlait de conception de jeux, et donc du coup il y avait un peu ce mélange, cette interactivité qui était vraiment très amusante. Et en fait on a commencé à faire des fois pour rigoler des jeux pour s'amuser, des jeux en quelques jours en fait, où une idée arrivait, et en fait c'était très libre dans le sens où on pouvait des fois apprendre des composants d'un jeu déjà existant pour faire quelque chose de nouveau, et toutes ces choses là. Et en fait je me suis dit on fait ça un peu pour s'amuser, pour expérimenter, pour jouer, pour essayer des choses. Pour essayer des choses, et je me suis dit j'aimerais bien formaliser ça, parce que je trouve que c'est une super manière de rentrer
dans la conception de jeux d'histoire. Et arrivé cette idée justement de Quantum Game Jam, l'idée que les gens vont avoir 3 jours, on va les mettre en équipe avec des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés, ce sera tout en virtuel, donc ils vont se retrouver avec des gens qui sont de pays différents, etc. On va leur donner un thème complètement un peu bizarre, et on va leur dire, bah voilà, vous avez 3 jours pour faire un jeu, et vous allez devoir aller le plus vite possible, faire des erreurs le plus vite possible, et du coup, en fait, quand on a 3 jours, on n'a pas le temps d'intérioriser, se dire, ah, ça c'est pas bien, et se poser des questions, et avoir des doutes, et être chiant comme j'ai pu l'être quand moi j'ai fait mon propre jeu, parce que du coup, on doit aller vite. On n'a pas le temps d'avoir des états d'âme, exactement, en fait. On n'a pas le temps d'avoir des états d'âme, on doit aller vite, et du coup, ça rend ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus accessible, et après, pendant ces 3 jours, j'invite des gens, donc des concepteurs de jeux qui parlent de leur expérience de conception de jeu, comment ça se passe, etc. Des gens qui font des graphismes de jeux pour parler de qu'est-ce qui est important, des gens qui font des modules justement pour jouer en ligne sur Tabletop Simulator pour leur apprendre. Et au final, pendant 3 jours, ils vont apprendre plein de comment ça s'appelle, de compétences de base finalement pour devenir un concepteur de jeu. Et en gros, c'est un peu voilà, c'est une manière indirecte d'apprendre aussi à faire des jeux en général et des jeux d'histoire en particulier. Et oui, on a eu 2 sessions. La première session, c'était très orienté coin justement parce que du coup c'était né dans cette communauté-là. Et la première session, le thème était faire un jeu, n'importe quel jeu, ça doit être un jeu d'histoire, mais en recyclant les composants d'une boîte coin. Donc en fait, les joueurs devaient regarder dans les 8 jeux ou les 9 jeux qui étaient sortis de la série à cette époque-là, choisir une des boîtes, et avec les composants qu'il y a dans la boîte, faire quelque chose de radicalement différent. D'accord, donc réutiliser l'existant pour créer de la nouveauté, en fait. Ouais, pour créer quelque chose de nouveau, et donc du coup, il y a eu différents jeux qui ont été finalement signés après ça. Vijayanagara, c'est un exemple, donc du coup qui parle vraiment de l'Inde médiévale de l'Inde médiévale et des tensions qu'il pouvait y avoir avec certaines tribus du Nord qui faisaient des raids, etc. Et les conflits politiques internes, qui à la base étaient le contenu du jeu de la boîte Gandhi, donc le coin sur le mouvement indépendantiste indien, et finalement ils ont repris tous les composants et ils ont fait cette base de jeu qui était juste un prototype, et à la fin c'est devenu un vrai jeu qui est radicalement différent de Gandhi. Il a plus rien à voir avec ça, mais en fait l'idée est apparue pendant ces 3 jours. Il y a eu un autre jeu sur la résistance en France, qui a repris finalement le contenu de Falling Sky. Donc Falling Sky, c'est un jeu sur la conquête des Gaules par Jules César. Donc il y avait une carte de la France, différentes pièces, etc. Et au final, à partir de ce matériau-là, ils ont fait quelque chose sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, pareil, c'est un jeu qui a été signé chez GMT, qui s'appelle Into the Shadows. Maintenant, qui a beaucoup évolué depuis, mais à la fin de ces 3 jours, voilà, il y avait cette idée de faire un petit jeu asymétrique qui se joue avec des cartes et sur un plateau simplifié de la France qui parle de la résistance. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses comme ça. Et après, on a eu une deuxième session l'année dernière où les gens devaient faire un card-driven game, donc les jeux comme Twilight Struggle ou des jeux comme la Commune de Paris, mais qui devaient fonctionner qu'avec des cartes. C'est-à-dire que en fait, normalement ces jeux-là, c'est une main de cartes et un plateau, et en fait les cartes servent à interagir avec le plateau. Et là, en fait, il fallait rendre totalement abstraite la géographie. Donc se détacher totalement du plateau. Se détacher totalement du plateau, ouais, et faire un jeu de cartes qui a le même fonctionnement que les jeux de card driven. Et ça, pareil, ça a été assez amusant. Et d'ailleurs, il y a un des jeux qui a été signé par Where le Gig, donc comment ça s'appelle, la compagnie de Cole Wehrle, le designer de route, et de Pax Pamir, qui a signé Hellraisers, qui est sorti justement de cette Game Jam. Donc je suis content parce que déjà, ça a permis à des gens de se rencontrer qui s'étaient pas forcément rencontrés avant. Ça a permis à des gens qui avaient jamais conçu de jeu de concevoir des jeux pour la première fois, et des gens qui finalement ont signé avec des éditeurs comme GMT alors qu'ils avaient jamais même imaginé faire des jeux. Et du coup, c'est très amusant à voir en fait, cette frénésie pendant 3 jours. Et finalement, mettre les gens dans ce contexte-là, en fait, ça crée des fois des résultats super super intéressants. Ouais, donc il y a une vraie satisfaction aussi de voir que ça peut être un tremplin en fait pour des personnes qui ne se seraient peut-être jamais lancées autrement que dans le cadre de cet événement. Exactement, quoi. Ouais. Alors c'est pas parfait, hein, il y a des défauts, du coup ça s'adresse à des gens qui peuvent se donner 3 jours pour faire ça, donc forcément ça limite énormément. J'imagine que ça leur donne une vraie base une en fait. Une excuse aussi pour eux en fait, ouais. C'est-à-dire je vais prendre que 3 jours et ce sera ces 3 jours-là, et après on verra quoi. Et du coup
créer ce moment, ouais. Et du coup, c'est quelque chose dont je suis assez fier, je suis très content. On espère faire une 3e édition l'année prochaine. En général, tu le fais en quelle période de l'année? C'est fixe Non. ou... Non, je suis très, c'est quand tu peux. c'est quand je peux. Je suis très désorganisé et j'ai peu de temps, et donc du coup, en général, la période va se décider souvent 2 ou 3 mois avant que ça arrive. Je sais qu'on va en faire une en 2024, c'est sûr. Le problème, c'est je sais pas si ça va se passer au premier trimestre ou au deuxième trimestre. Ça va dépendre de plein de choses au niveau perso, etc. Dans les jeux qu'on suivi, tu as fait aussi, alors je sais pas lequel est arrivé en premier, Very Civil West ou bien Jest of Robin Hood. Je sais pas lequel des deux tu t'avais conçu en premier. Jest of Robin Hood, en fait, il a été conçu pendant la pandémie. Donc c'est celui qui est arrivé juste après. Et en fait, Jest of Robin Hood, c'est vraiment le résultat. Pour moi, c'est vraiment un projet de pandémie, en fait. J'étais du coup sur ce Discord avec les autres joueurs de Coin, une série que j'aime beaucoup. Donc pour ceux qui connaissent pas, Coin, c'est pour Counter-Insurgency, donc pour les guerres insurrectionnelles. Et du coup, c'est un système qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Volko Ruhnke, qui est un designer de jeux d'histoire très très connu dans notre milieu, qui a inspiré Root. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens dans le jeu de plateau traditionnel qui le savent. Root, en fait, c'est inspiré justement de la série Coin. Et la série Coin, voilà, c'est une série. Mais justement, je voulais en parler parce qu'effectivement, j'avais noté qu'il y avait tu voyais des similitudes même entre la vision qu'on pouvait avoir en fait de ces insurrections avec le jeu Root en fait et avec des mouvements politiques assez revendiqués comme le Fokisme auquel était fait référence pour Root, c'est-à-dire le fait de l'idée qu'en fait on va faire la guérilla aussi en rassemblant les paysans par exemple, les personnes vraiment et pas que une insurrection des gens politisés mais aussi de la population civile. Enfin, j'espère pas me tromper en expliquant ça, mais c'est ce que j'avais compris en fait et que c'est ce qui inspire beaucoup Root, hein, j'imagine aussi dans certaines des factions en fait, notamment la faction du peuple de la forêt en fait qui doit être, j'imagine, parce que je pense que Root effectivement est assez caractéristique d'un jeu de société mais qui est quand même très très marqué effectivement, dont on voit les origines en fait, wargame et jeux d'histoire en fait. Le designer Cole Wehrle de Root, c'est quelqu'un qui vient du jeu d'histoire. C'est un peu notre héros entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un pur designer de jeux d'histoire très très pointu qui a explosé sur la scène mainstream, on va dire. Et du coup, pour ça, c'est vraiment une réussite pour nous. Et donc, je pense que tout le monde est relativement fier dans notre communauté. Il est très très respecté. Parce que justement, il a apporté en fait la série Coin au grand public, et ça c'est une victoire fantastique en fait. Parce que du coup, quand on regarde Root, finalement, quand on le regarde avec des yeux d'historien ou de quelqu'un qui s'intéresse à la science politique, on se rend compte assez vite que la plupart des factions dans Root sont des archétypes politiques. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais. La faction verte, finalement, c'est une faction insurrectionnelle classique là, les petits animaux de la forêt, justement, qui va créer un mouvement politique à la base parmi les gens qui sont persécutés et finalement exploser dans des révolutions spontanées de manière disparate. Les lézards, finalement, c'est un archétype de de l'organisation terroriste en fait, fondamentaliste, qui va être ultra radicalisé sur ses principes. Et qui va convertir des gens et qui va se baser sur cette base de convertis, qui va être relativement limitée mais dont l'impact va être énorme. Tu as t'as une faction rigide impérialiste classique qui sont les oiseaux, et du coup voilà. Et après l'état militaire moderne qui est plutôt le marquis. Et c'est vrai que voilà, c'est tous des archétypes en fait. Et on voit quand on regarde ça avec ce prisme-là, on se rend compte d'où vient Cole Wehrle en fait. Et ça t'a inspiré pour Robin des Bois en fait? Alors pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, parce que du coup, en fait, j'aime beaucoup Root. J'y ai beaucoup joué. Je pense que je préfère jouer au jeu Coin, mais j'aime bien jouer à Root. Le problème que j'ai avec Root, c'est que c'est un jeu qui est très trompeur, dans le sens où en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué que ce qu'il laisse imaginer en fait. Parce que déjà, les factions sont toutes vraiment très très uniques. Les manières dont elles interagissent les unes avec les autres, c'est très particulier, il y a énormément de factions,
Et même si j'aime beaucoup Root, voilà, c'est un jeu que je trouve relativement complexe et qui des fois Et lourd, ouais, lourd à appréhender. qui est lourd parce à que appréhender faut tout réapprendre quasiment à à chaque chaque partie. fois. En fait, si tu changes de faction. Ouais, si quelqu'un d'autre change de faction, il va falloir que tu te poses la question, comment je fonctionne moi avec cette faction-là contre cette faction-ci, en fonction des factions qu'il y a autour de la table et tout. Donc j'aime beaucoup y jouer et on y joue assez fréquemment entre joueurs de jeux coin parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Mais pour moi finalement il rendait pas, c'est pas forcément un jeu qui rendait vraiment accessible le concept de jeu de conflit asymétrique en fait. Mais après c'était une réussite sur plein d'autres points. Pour moi ça reste un des meilleurs jeux qui est sorti ces dernières années et je pense pas que Robin des Bois lui arrive à la cheville, juste pour clarifier ma position là-dessus. Mais la raison pour laquelle j'ai fait Robin des Bois, c'est que je me suis dit finalement Root c'est pas forcément aussi une très bonne porte d'entrée dans l'univers des jeux coin, parce que l'univers des jeux coin, voilà, c'est des types de mécaniques particulières, etc. C'est une manière de jouer. Alors bien sûr, quand on y joue, on se rend compte que il y a clairement un lien de filiation entre Root et les jeux coin, mais c'est pas parce qu'on a joué à Root qu'on va pouvoir rentrer dans cette série, qui à mon avis est une des séries de jeux les plus intéressantes qui est sortie ces 20 dernières années, et que j'avais envie de rendre accessible au plus grand nombre. Et du coup, j'avais cette idée quand j'étais sur cette communauté, de me dire comment je peux faire en sorte que la série coin soit plus accessible. Et qu'il y ait un point d'entrée qui soit plus facile. Traditionnellement, on disait que Cuba Libre c'était le meilleur point d'entrée, et en effet, même si c'est le jeu le plus court et le plus facile, c'est quand même une porte d'entrée qui est pas facile à prendre, et voilà, j'avais cette idée en tête, et en fait, un jour, en fait, je lisais, je sais plus pourquoi, je crois que j'avais lu Bandits de Hobsbawm, donc un livre d'histoire sur le banditisme, et en fait, dans cette foulée-là, j'ai dû lire un article d'un historien britannique qui s'appelle Rodney Hilton, qui avait écrit un article sur Robin des Bois, et en fait, qui avait écrit cet article, je pense, en 56, donc à l'époque où il y avait, on parlait beaucoup de Cuba et de la révolution cubaine, et en fait, il faisait le parallèle dans son article entre la figure de Robin des Bois et les Barbudos, comment ça s'appelle à Cuba, et qui expliquait que finalement, par plein d'aspects, Robin des Bois c'était un héros du peuple qui en fait avait des méthodes insurrectionnelles en fait et qui menait une insurrection contre le shérif de Nottingham, et qu'en fait on pouvait vraiment réinterpréter le mythe de Robin des Bois avec les matériaux originaux, surtout les matériaux médiévaux, au prisme de la guerre insurrectionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment une idée à laquelle j'avais jamais pensé, et que quand je l'ai lu, me semblait évidente. Et je me dis, il y a des fois ces moments où on découvre quelque chose et on dit, oui, bien sûr, et en fait, on se dit, c'est fou qu'on n'y ait pas pensé avant. Et en fait, quand j'ai lu cet article, ça m'a déclenché l'idée. Je me suis dit, ben voilà, j'ai enfin mon sujet pour rendre la série coin plus accessible. Je vais faire un jeu plus court, plus simple, et aussi un jeu qui va avoir un thème qui est beaucoup plus abordable, en fait. Ça va être plus facile. Et qui parle à tout le monde, en fait. Exactement. Qui est évocateur pour tout le monde, dans lequel tout le monde peut se projeter. Et on peut mettre aussi du romanesque, ce qui fait que peut-être c'est moins aride. C'est plus permissif. D'abord, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est un univers qui est plus permissif, qui parle à tout le monde, comme tu dis, et qui est comme on n'est pas sur un thème historique. Ce qui est intéressant dans le mythe de Robin des Bois, c'est sa plasticité et comment il a changé au fur et à mesure du temps. Oui. Et donc du coup, ça offre une liberté interprétative aussi. Et du coup, c'est là où donc le projet a commencé comme ça, et puis tout a commencé de là pour Robin des Bois. Et ensuite, donc, tu as fait A Very Civil Whist. Ouais. Donc, on le disait, c'est sur la guerre civile anglaise, qui n'est pas forcément les événements qu'on connaît très bien en France. Là, si je comprends bien, en fait, c'est un jeu de pli, en fait. Tu as réutilisé la mécanique du jeu de pli pour ce jeu. Oui, alors du coup, ma famille vient du sud-ouest de la France, et dans le sud-ouest de la France, on joue beaucoup au tarot. Moi, j'ai joué au tarot depuis que je suis tout petit. Je pense que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai appris à jouer. Donc du coup, le jeu de pli, ça a vraiment fait partie de mon éducation, et pour moi, le jeu de pli, c'est quelque chose de fondamental. Je joue aujourd'hui beaucoup au jeu de pli parce que du coup, les gens ne savent pas forcément, mais il y a un énorme courant de renaissance du jeu de pli depuis quelques années. Ouais. Il y en avait eu déjà une vague dans les années 90 avec les designers allemands qui ont fait beaucoup de jeux de pli. D'ailleurs, il y a des jeux de pli super intéressants de cette époque-là qui ressortent aujourd'hui. Et là, il y a une nouvelle vague avec beaucoup de designers coréens et japonais qui font beaucoup de jeux de pli en ce moment.
Ouais, j'ai un ami qui est Flavien, qui est fanat de jeux de pli, qui vraiment connaît suit Ouais. toutes les sorties et sur tous les Discord US de jeux de pli. Ouais, c'est vraiment une Et effectivement, communauté il y a super une active. production ouf, ouais. Ouais, et super créative en fait. C'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire qu'on se parle probablement d'une des mécaniques de jeu les plus vieilles qui existent, et où finalement on se rend compte que c'est encore, ça peut être extrêmement moderne, etc. Et du coup ça m'a inspiré, et j'ai eu envie de faire comment ça s'appelle, un jeu d'histoire qui réutilise le jeu de pli, mais qui est fondamentalement un jeu de pli qui parle d'histoire. Et il y avait une convention en Angleterre, la plus grosse convention de jeux d'histoire qui s'appelle la PunchCon, et du coup l'organisateur m'a demandé si je voulais bien faire un petit goodies pour la convention qui serait distribué aux participants en fait. Et du coup je crois que j'ai dû faire le jeu en 2 semaines, donc c'était assez rapide, donc il a fallu aller très très vite. Et en gros en fait ça m'a donné l'occasion d'expérimenter avec cette idée que j'avais de faire un jeu de pli 2 joueurs, qui était sur un thème historique, et de voir comment je pouvais adapter le jeu de pli à un contexte historique. Et j'avais vu que ça avait déjà été fait avant, parce que du coup il y avait Brian Boru de Pierre Sylvester qui était sorti avant. Alors pour le coup, qui à mon sens est Qui est un peu moins... différent. Ouais, Enfin, c'est un faux c'est jeu un de faux pli jeu de quand pli. même. Ouais, je pense que Brian Boru c'est un faux jeu de pli. Moi je voulais faire un vrai jeu de pli. Un vrai jeu de Ouais. majorité. Ouais, c'est Un vrai jeu de vrai jeu de majorité, un faux majorité jeu qui de se pli. cache derrière un jeu de pli. Moi, j'avais envie de faire un jeu qui ressemble à un jeu de guerre, qui en fait était fondamentalement un jeu de pli. Donc, j'étais vraiment concentré sur cette mécanique. Et du coup, ce dont je me suis inspiré, c'est une variante du whist qui a été créée au 19e siècle pour faire un whist à 2 joueurs, qui s'appelle le German whist, même si c'est un jeu typiquement britannique, qui est apparu au Royaume-Uni au 19e siècle. Et du coup utiliser la trame du German whist pour en faire un jeu sur la guerre civile anglaise. Il est trouvable ce jeu? Enfin, on peut se le procurer, ou il était vraiment que en goodies dans l'événement dont tu parlais, ou... Alors, la bonne nouvelle, c'est que il était disponible qu'en goodies à la convention. À la convention, il y avait un éditeur qui était là, sur place, un éditeur polonais qui s'appelle Phalanx Games, qui fait aussi pas mal de jeux d'histoire, et qui fait aussi pas mal de localisations de gros euros en polonais, etc. Et en fait, ils étaient sur la convention. Et en fait, ils ont beaucoup aimé le jeu, et donc le jeu a été signé chez eux il y a 2 mois, je crois. Et le jeu est quasiment fini. On a juste profité de l'occasion de le sortir en boîte pour refaire les graphismes, qui étaient déjà pas mal, parce que du coup j'avais travaillé avec le graphiste qui avait fait Red Flag Over Paris, donc il y avait déjà un niveau de qualité qui était assez élevé, mais du coup, ça nous a permis de raffiner, de rendre le jeu plus fonctionnel, etc. Et après, moi, ça m'a permis finalement de refaire quelques itérations sur le jeu pour le rendre un peu plus équilibré, mais aussi lui apporter un petit peu plus de complexité stratégique. Et donc, du coup, il y a une version qui va sortir normalement aussi en premier trimestre 2024 de Very Civil Whist, sorti par Phalanx. Là, il est en précommande en ce moment sur leur plateforme, mais il sera disponible en magasin en début d'année prochaine, ouais. Et en français, ce sera envisageable, ou... Remarque, s'il y a pas de texte sur les cartes, on peut de toute façon, bon, après on peut se le procurer en anglais. Oui, on peut se le procurer en anglais, et après, je pense que la localisation serait très très simple, donc j'imagine que s'il y a un éditeur qui veut le localiser, ce sera très facile, parce qu'au final, les seuls composants qu'il y a à localiser, c'est les règles, et après, il y a quelques petits marqueurs sur lesquels il va y avoir des rappels de règles sur certains petits événements qui ont des petits pions qui vont avec, mais bon, là, on se parle de quelques centaines de mots au total sur le jeu, donc on est vraiment sur une localisation extrêmement simple. Donc c'est possible que ce soit localisé en français, ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion. La seule discussion de localisation qu'il y a eu, c'était pour une localisation en chinois. Donc du coup, je pense que le jeu sera localisé en Chine l'an prochain. On a fait le tour de tes jeux et de ton parcours. Je voulais aussi qu'on en profite pour discuter un peu plus d'un aspect un peu plus, peut-être pas théorique, mais en tout cas de parler plus de la dimension politique des jeux. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'on parle politique dans le secteur ludique, en tout cas pas dans les jeux de société. Bon, moi c'est ma conviction, c'est que c'est compliqué de dire qu'on exclut la politique complètement du jeu, puisque la politique, elle est en réalité dans toutes nos actions, dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait. En fait, tout a souvent des motivations politiques, y compris dans le jeu. Pour toi, c'est important d'avoir des jeux qui ont cette dimension politique. Enfin, en tout cas, est-ce que tu penses que quand tu fais des jeux, tu as vraiment aussi envie de transmettre un certain message? Alors ça, ouais, c'est une question un peu compliquée. Je veux commencer en disant que je pense pas que tous les jeux doivent avoir un contenu politique. Parce que souvent, en fait, ce que je vais dire est mal interprété. Et je pense que c'est important de clarifier ça.
Et je pense que voilà, on peut jouer à des jeux qui n'ont pas du tout de contenu politique. Moi, un des jeux auxquels j'ai peut-être le plus joué de ma vie, c'est le jeu de Go. Euh, et je pense qu'il n'y a pas une dimension politique très forte dans le jeu de Go. Mais même le jeu de Go, qui est un pur jeu abstrait, en fait c'est le reflet d'une histoire, c'est le reflet d'une évolution. Le jeu de Go tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1919, en fait c'est pas forcément sa première version. Peut-être qu'il existait en 21 par 21 en Chine il y a très très longtemps. C'est un jeu qui s'est propagé, qui est un jeu qui est le reflet de l'influence culturelle de la Chine sur des pays comme la Corée et le Japon. Et du coup voilà, même le jeu de Go qui est le jeu abstrait par excellence, il a une dimension historique et politique qu'on le veuille ou non en fait. Mais après voilà. Oui, ce que tu veux dire, c'est que le fait qu'il soit arrivé jusqu'à nous, qu'il soit encore pratiqué, Oui. en fait, c'est pas juste lié à une raison de game design, c'est aussi lié à des facteurs autres, Exactement. complètement exogènes au jeu, Oui. qui sont des liens, des rapports de domination, comment dire, du fait qu'il y ait des cultures qui puissent à un moment s'imposer à d'autres. Exactement. En fait, en tout cas, et qui puisse être la culture dominante, etc. Oui, effectivement, quand je disais ça, je pense pas non plus que tous les jeux ont forcément une dimension politique assumée et voulue, mais qu'en réalité, de toute façon, le fait de jouer, il y a des éléments exogènes au jeu qui, de toute façon, sont politiques et qu'il est compliqué que je pense pas possible de complètement mettre de côté et nier, quoi, en fait, ouais. Oui. Et d'ailleurs, il y a des études sociologiques qui ont été faites en France sur la pratique du jeu de plateau, et en fait, déjà, le fait de jouer au jeu de plateau, c'est un marqueur social. On sait que c'est une occupation très très forte dans les classes moyennes françaises, surtout dans les classes moyennes qui ont fait des études supérieures. Bon voilà, ça c'est, on peut pas le nier en fait. Déjà juste le fait de jouer, c'est déjà un marqueur social. Donc c'est difficile de passer à côté. Mais voilà, je veux préciser, je pense pas que tous les jeux doivent avoir un contenu politique, je pense pas que tous les jeux doivent avoir un contenu historique. Moi mon point c'est que en fait il y a certains jeux qui en ont un quand même. Et il faut pas faire comme si ça n'existait pas en fait. C'est très bizarre de refuser d'admettre qu'il y a une dimension sociale et politique au jeu. Après, on n'est pas obligé d'être obsédé par ça. On est aussi là pour s'amuser. Je pense que c'est important de se rappeler que le jeu, c'est aussi un moment d'échappatoire. Et je pense que c'est important aussi que le jeu, c'est aussi un espace où il faut pas forcément qu'il y ait de jugement. Et c'est aussi un moment comme ils disent les Américains, d'escapisme. Ils aiment bien ce mot-là, mais je trouve que c'est un beau mot. Mais après, de l'autre côté, il faut pas complètement nier sa dimension sociale et politique. Et donc du coup, voilà, pour moi, il faut articuler les deux. L'un va pas sans l'autre, et c'est comme ça pour à peu près tout dans la vie, je pense. Et après, par contre, mon point, c'est que sur le jeu d'histoire, on ne peut pas faire l'économie du politique. Parce que l'histoire est politique. Et je pense que les gens qui ne veulent pas voir la dimension politique de l'histoire, c'est un problème. Et en gros, moi je dirais que je suis confronté dans mon activité en tant que designer et en tant que créateur de contenu à deux types de conservatisme. Un conservatisme qui va souvent plutôt, pour généraliser, être un conservatisme de droite, qui vont avoir du mal à regarder l'histoire de manière critique. Et en fait, regarder l'histoire de manière critique, c'est un problème pour une partie des gens. Et aussi peut-être, je sais pas si ça a un lien, mais se dire que l'histoire telle que nous, on nous l'a transmise, elle n'est pas forcément, ce n'est pas forcément la vérité, si tant est que la vérité existe, mais c'est aussi l'histoire qui nous a été présentée par ceux, comme on avait intérêt à nous la présenter, ou en tout cas, ou comme on dit souvent, elle est écrite par les vainqueurs, enfin c'est des phrases un peu toutes faites, mais qui sont assez réalistes en fait sur la façon dont sont présentés les événements historiques. Et d'ailleurs aujourd'hui par exemple on n'apprend plus du tout l'histoire comme on l'apprenait il y a 100 ans, enfin on a quand même beaucoup évolué aussi sur l'évolution de l'histoire, donc on ne peut pas ne pas être critique envers l'histoire en fait. Enfin, parce que l'histoire elle se transmet aussi. Il y a le fait historique et sa transmission, c'est deux choses aussi qui sont intimement liées. Oui, alors il y a le fait historique, il y a sa transmission, et il y a la science historique, de la matière en fait, académique, de recherche d'être au plus proche de l'événement historique original. Mais du coup, il y a la science histoire, il y a l'histoire populaire, il y a l'histoire comme outil politique. Et en fait, l'histoire, voilà, c'est un objet qui a multifacette en fait. Et du coup, pour revenir là-dessus, il y a quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que le jeu a été politique très très tôt. C'est-à-dire que le jeu, finalement, avec l'émergence de la presse imprimée,
était politique très tôt. On pense à Suffraghetto, on pense à plein de jeux de loi qui étaient pendant la Révolution française diffusés dans les journaux et tout. Ça a toujours été un objet politique, en fait. C'est-à-dire que en fait, le jeu, c'est juste un médium, comme tant d'autres médiums, qui peut servir à plein de choses. Il peut servir à raconter des histoires, il peut servir à s'amuser, et il peut servir de manière indirecte ou directe à parler de politique. Et donc ça a toujours été le cas. Et donc du coup, ouais, pour en revenir à ces conservatismes et au concept d'histoire, voilà, il y a des gens qui vont pas aimer qu'on parle d'histoire de certaines manières, etc. Typiquement, là, en ce moment, moi, je reçois pas mal de pression en ce moment, parce que du coup on a une série de podcasts sur ma chaîne qui s'intéresse à l'historiographie de la guerre civile américaine et à sa représentation dans les jeux d'histoire. Et ça, en fait, voilà, typiquement, premier type de conservatisme auquel on va s'opposer, ça va être des gens qui vont dire ah mais vous nous emmerdez avec vos histoires, moi je joue à ça parce que j'ai envie de jouer avec des petits soldats en papier, et arrêtez de m'embêter avec votre histoire d'esclavage. Mais en fait, ne pas parler du contexte sociopolitique de pourquoi cette guerre a eu lieu, en fait, du coup, c'est bizarre, en fait, genre de fait. Et du coup, cette série, en fait, explore ça, et explore un thème en particulier, qui est le thème qui s'appelle le thème de la Lost Cause, donc la cause perdue, qui a un courant historiographique américain, qui est pas forcément un courant de science historique, mais qui est un courant politique de réinterprétation de l'histoire. Et d'accord, c'est très intéressant ce courant-là, parce que tu dis l'histoire est écrite par les vainqueurs, et ça c'est un typique contre-exemple, où l'histoire est écrite par les vaincus, et qui réussit à avoir une importance politique et culturelle très très importante aux États-Unis. On voit des histoires on voit des marques de la cause perdue dans plein d'objets de la culture populaire américaine, en fait. Il va y avoir plein de films où finalement on va avoir certains éléments qui vont être représentatifs de ce mythe de la cause perdue, qui est un pur mythe, qui n'est pas du tout basé sur la science historique, qui est basé sur une réinterprétation pour masquer la dimension raciste de la Confédération, en fait, et de pourquoi elle a perdu. Et ça, c'est quelque chose qui existe dans d'autres histoires. C'est aussi quelque chose qui existe quand on regarde l'histoire du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Pareil, c'est les Russes qui ont gagné. Enfin, pas les Russes, les Soviétiques, parce que du coup, il y a beaucoup de soldats ukrainiens, etc. Mais du coup, c'est eux qui ont gagné, mais pendant très longtemps, l'historiographie, c'était... En fait, on a presque glorifié les soldats nazis qui se battaient contre les hordes rouges, parce que finalement, c'est une histoire qui a été écrite pendant la guerre froide. Oui, exactement. Oui, parce que moi, j'avais souvenir on dit toujours, à sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste a énormément d'aura, Oui. justement parce que c'est quand même le front soviétique qui a gagné la guerre. Enfin, c'est vraiment, qui a gagné la guerre. Et il y a eu effectivement ce basculement avec la guerre froide où on est complètement sorti, et c'est presque passé à la trappe au profit du débarquement américain, Ouais. et plutôt où en fait la lutte contre le communisme a pris le pas sur la lutte science contre historique. le nazisme, quoi. Oui, et sur le fait historique aussi. Oui, sur le fait historique, tout à fait. Ouais. Et du coup, il y a d'autres choses aussi qui sont à prendre en compte, c'est que finalement, il y a beaucoup d'intellectuels nazis qui ont été recyclés aussi par les alliés du côté de l'Ouest, alors à la fois pour le programme spatial, mais aussi à l'université. Et c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de matériaux qui ont été utilisés pour comprendre le front de l'Est, qui n'étaient pas des matériaux, des sources primaires qui venaient de l'Union soviétique, déjà pour des raisons politiques, parce que c'était secret, parce qu'il y avait très peu de communication, donc le matériau n'était pas disponible, et aussi il y a beaucoup de gens qui ont écrit l'histoire du front de l'Est dans les années 50-60, qui eux-mêmes avaient eu un rapport direct avec ça, et d'un certain côté du front, et plutôt du côté allemand. Et donc du coup, en fait, ça a beaucoup façonné l'histoire du front de l'Est. Et pareil, du coup, en fait, et du coup, ça a forcément façonné en conséquence la manière dont on le représente dans le jeu d'histoire, à savoir que y a une représentation des troupes soviétiques qui sont plutôt de mauvaise qualité, qui vont gagner la guerre parce qu'elles sont extrêmement nombreuses, qui vont faire des choix de sacrifier leurs troupes en masse, etc., qui aussi relève du mythe, un mythe qui a été remis brutalement en cause avec les dernières recherches qui sont apparues à partir des années 90, où finalement, en fait, l'histoire militaire a complètement changé de perspective sur le front de l'Est, parce que du coup, les archives soviétiques se sont ouvertes après la chute du mur de Berlin, et du coup, on a eu des livres comme When Titans Clash, ou des choses comme ça, qui sont des livres qui ont été écrits par des gens qui
des chercheurs américains, hein, donc c'est pas des communistes hardcore, des gens qui viennent même de l'armée américaine, qui sont des analystes américains, qui finalement ont complètement réinterprété leur interprétation, repensé leur interprétation du front de l'Est, en disant en fait la doctrine soviétique était beaucoup plus avancée que ce qu'on imaginait, leur armée était beaucoup plus moderne que ce qu'on imaginait, et en fait l'armée allemande n'était pas aussi moderne que ça, et finalement on a beaucoup repensé énormément de choses, on a beaucoup repensé le fait qu'ils aient perdu énormément de terrain au début de Barbarossa, et en fait on s'est rendu compte, oui, ils ont perdu beaucoup de terrain, mais en fait c'était beaucoup des pertes qui étaient contrôlées en fait, et dont le principal objectif était la migration des capacités industrielles vers l'est du pays, et en fait on s'est rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus organisé que ce qu'on imaginait, et que en fait leur victoire était planifiée très très tôt en fait, c'est-à-dire que en fait était construite. Ouais, était construite, et en fait dès 41 c'était une affaire de temps en fait, mais c'était aussi parce que c'était extrêmement bien mené, et en fait on a beaucoup repensé après ça, et le problème c'est que voilà, il y a un petit peu de délai, dans le sens où dans le jeu d'histoire il y a des gens qui disent mais non, moi j'ai appris l'histoire comme ça, c'est comme ça, j'ai pas envie de remettre en question, qui veulent pas remettre en question cette vision, qui veulent pas remettre en question cette vision, et c'est genre, mais au bout d'un moment tu te demandes pourquoi tu joues au jeu d'histoire en fait, si tu joues au jeu d'histoire juste pour te faire plaisir en jouant aux nazis, ou est-ce que tu essaies de comprendre l'histoire en fait. Et donc du coup voilà, il y a bon là c'est un peu méchant, hein, je dis pas que ces gens là sont non, mais je comprends. Il y avait un autre point aussi que je voulais te parler, c'était j'avais vu en fait une vidéo, c'est deux américaines, je pense, ou canadiennes, enfin en tout cas deux anglophones qui ont une chaîne YouTube, et qui expliquaient la difficulté que tu as dans certains jeux. Alors là c'est moins dans peut-être les jeux d'histoire à proprement parler, mais les jeux de société en général, lorsque tu vas jouer avec des cartes par exemple de personnages historiques, tu vas jouer avec des personnages historiques qui ont peut-être été effectivement des monstres dans l'histoire, hein. Je pense notamment par exemple aux conquistadors, hein, c'était l'exemple au cas particulier, et que c'était l'expansion de viticulture. Exactement, voilà. Et tu vas les jouer. C'est les Australiennes. Ah, c'est les Australiennes. Ouais. Ah bah excuse-moi. Ah, elles sont bien anglophones, mais tu vois, je savais plus si elles étaient américaines ou d'une autre nationalité. Et en fait, tu vas en tirer c'est Thinker and Tamer, la chaîne. Ouais. Et elle expliquait qu'en fait, le problème, c'est que tu vas en tirer quand même un bénéfice. Et même si tu sais que le conquistador est en question que tu as joué, c'était Cortés, je pense, était une personne monstrueuse. Une énorme merde. Toi, ce que ça va imprimer, ouais, voilà, exactement. Ça va imprimer quand même dans ton esprit inconsciemment un effet bénéfique que tu vas lui associer, et que c'est là la difficulté de dire oui, mais ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas grave. Malgré tout, je sais très bien que c'était pas bien ce qui s'est passé, parce que en fait, ça appuie sur un autre biais, en fait, à quelque chose qui est presque du domaine de l'inconscient, et ça t'associe à une émotion positive, à une personne monstrueuse. Ouais. C'est quelque chose que, enfin, comment tu le, parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment, il y a des personnes qui ne veulent pas entendre du tout ce genre d'argument, hein. Moi j'ai eu des débats sur Brasil Imperial, hein, où t'as un peu ce même genre de truc qui était compliqué à faire admettre en fait. En fait rien, moi déjà la phrase ce n'est qu'un jeu, je comprends pas en fait. Parce que dans ce cas-là, on peut dire ça de tout en fait. C'est qu'un film, c'est qu'un bouquin. Et d'ailleurs, on a la discussion en ce moment à la rentrée littéraire. Là, il y a ce livre qui s'appelle Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès, qui parle d'une détendue de Chartres. Je sais pas si t'as vu passer ça, mais voilà, qui en fait est un roman qui parle d'une de ces femmes qui a été tendue à la Libération. Et qui en fait va faire du révisionnisme historique en fait sur finalement le rôle qu'a eu cette femme, etc. Et bien sûr elle a été une victime, et ce qu'elle a subi est horrible, et je pense que c'est pas normal, et ça on peut en parler, mais après de fait elle a une responsabilité sur ce qu'elle a fait, tu vois, sur le système auquel elle a participé, un système qui a mené au massacre de plusieurs millions de personnes en fait. Rien n'est jamais juste un jeu, juste un livre, juste un film. On serait choqué si on voyait un film qui faisait l'apologie du nazisme et qu'on dirait ah ouais, mais en même temps les scènes d'action sont super. C'est genre ouais, mais au bout d'un moment, genre le contexte est un peu important quoi. Le message qui est transmis est assez important. Et du coup on peut. C'est-à-dire que si on commence à te présenter les nazis comme des gens super cool. Ouais. En gommant totalement ce qui leurs actes, mais aussi on te présentait juste une sorte de, je dis n'importe quoi, de Friends mais avec des nazis, il n'empêche que ça reste des nazis et que t'as pas du tout envie de t'apitoyer et d'avoir de l'empathie pour des personnages comme ça. En fait, c'est aussi masquer une réalité historique. Quand on présente Cortés dans Viticulture comme étant juste un bonus,
bah en fait on prend un élément historique pour des raisons esthétiques et on refuse de prendre en compte sa charge, et du coup c'est un choix aussi, c'est un choix de masquer ce qu'était Cortés. Ce qu'il représentait, pas forcément que Cortés l'individu, mais ce que Cortés représente historiquement. Et du coup, il y a vraiment ce problème de masquer l'histoire, en fait. Et je pense que beaucoup de la discussion qu'on a eue autour de la version Legacy des Aventuriers du Rail, c'est ça, en fait, c'est... quitte à masquer l'histoire, pourquoi pas faire juste de la fantaisie, en fait? Pourquoi prendre un moment historique particulier qui a une charge historique énorme, et de dire que ça n'a pas arrivé, en fait. Ça, c'est un choix qui est lourd de conséquences, et on peut en discuter, c'est bien, c'est pas bien, le jeu est bien, pas bien, ça c'est une autre question, en fait. Mais après, voilà, il y a une dimension politique et une charge historique qui n'est jamais neutre, en fait. Et je pense que refuser d'en discuter, je pense qu'on peut ne pas être d'accord, c'est une chose, mais refuser d'en discuter, ça c'est bizarre, quoi. Enfin, je pense que c'est... Et aussi de pas vouloir entendre que pour les personnes qui peuvent être encore aujourd'hui concernées, à titre personnel, par des événements historiques, on peut pas leur renvoyer juste. Enfin, je vois pas comment on peut juste leur renvoyer, mais ce n'est qu'un jeu, et quelque part la souffrance votre souffrance et de vos ancêtres, par exemple, je la balaye d'un revers de la main juste parce que j'estime que c'est ludique, et que du coup je veux pas avoir de culpabilité, qu'on me fasse ressentir une petite culpabilité à éprouver du plaisir à jouer avec un contexte qui est juste dégueulasse, quoi, en fait. Enfin, je sais pas si tu vois l'idée, en fait. Si, je vois l'idée, et après... Qu'on puisse avoir ces arguments théoriques, en théorie, je peux le concevoir intellectuellement, mais qu'après on puisse se permettre de le dire de façon sans empathie à des personnes qui sont concernés, je trouve ça hyper violent, en fait, en plus humainement. Non, c'est aussi souvent la position qu'on va entendre, c'est-à-dire que c'est des gens, des fois on se dit, mais vous parlez à d'autres êtres humains, des fois? Comment ça se passe? Genre, parce que des fois il y a vraiment ce truc, ce manque total d'empathie, tu sais, genre, mon Dieu, vous êtes monstrueux. Et encore une fois, tu vois, moi, je suis pas vraiment pour des jugements moraux trop forts, je pense que aussi le jeu, c'est aussi une manière d'explorer des choses qui des fois peuvent mettre un peu mal à l'aise, et ça peut être, voilà, il y a ce côté un peu transgressif, et je pense que c'est important, tu vois, c'est un peu comme le carnaval, etc. On peut faire des choses transgressives, et je pense qu'il faut pas avoir une vision trop clinique de ce que va être le jeu. Il faut que ce soit tout propre, une vision très puritaine, tu vois. Je pense que c'est bien aussi, mais après voilà, je pense qu'il faut ça va aussi avec le possibilité de regarder de manière critique à quoi je joue, qu'est-ce que ça dit de l'histoire, qu'est-ce que ça dit des gens qui sont concernés, et en fait refuser de voir ça, c'est aussi malsain, en fait. Je pense que c'est bizarre. Et après il y a des jeux clairement qui sont dégueulasses, quoi, genre bon, ça faut le dire, quoi, où il y a des jeux qui, à mon avis, voilà, invisibilisent l'histoire de manière qui sont manifeste, de manière manifeste, et je pense que on peut faire mieux, et c'est pas grave, bon, ça fait partie de l'histoire du jeu. Voilà, on a eu Puerto Rico, c'est un jeu super intéressant, mais qui lisse complètement le fait colonial. Bon, bah voilà, genre, ce jeu existe, on peut y jouer, c'est pas grave, c'est intéressant, c'est un sujet intéressant, on peut prendre du plaisir en jouant à ce jeu-là, mais est-ce que ce jeu-là devrait sortir comme ça aujourd'hui, alors qu'on se pose toutes ces questions? Non, je pense pas, je pense qu'il faut le réinterpréter, il faut le repenser, et je pense que revoir Puerto Rico aujourd'hui, c'est une bonne idée, et je pense qu'il faut pas le prendre mal. Et je pense que, en fait, on peut pas dire, oui, ok, on peut toujours dire, oui, mais à l'époque où c'est sorti, oui, mais on n'est plus à l'époque où, enfin... Nous aussi, aujourd'hui, on voit forcément une œuvre, on la reçoit aussi forcément avec notre vision de l'époque où nous, en tant que spectateurs ou joueurs ou joueuses, on peut pas gommer en se disant, j'aimerais mettre dans la perspective de 2002, je crois que c'est 2002 Puerto Rico. Enfin, je peux pas me remettre dans la perspective parce que c'est pas possible de toute façon, puisque la société a énormément évolué. Oui, et puis est-ce que le contexte quand c'est sorti c'était bien? Tu vois, c'est ça aussi, tu vois, genre. Plus, voilà. Et déjà, parce que déjà, du coup, voilà, à l'époque, ça c'est discutable aussi. En 2002, bon, voilà, le jeu de plateau, c'est quelque chose qui est très classe moyenne allemande, qui est très confidentiel, très classe moyenne allemande, enfin voilà, pas très conscient de beaucoup de choses, et est-ce que c'est forcément une bonne chose? Si on veut que le jeu de plateau il soit accessible au plus grand nombre, que ce soit quelque chose qui parle de la société ou pas, mais qui soit pratiqué, comme je pense la plupart des gens qui jouent au jeu de plateau ont envie que le jeu de plateau soit pratiqué par un maximum de gens, parce que c'est des objets qui sont magnifiques, qui proposent des expériences super intéressantes, qu'elles soient sociales, etc. Et donc on peut pas faire l'économie de se poser ces questions-là, ou sinon il faut être clair et dire non, en fait moi je veux qu'on joue au jeu de plateau qu'entre nous, et que le nous, ça soit clair de quoi
quoi on parle, et j'ai pas envie de m'emmerder avec tous ces sujets-là, et j'ai envie de pouvoir jouer à un jeu où je vais pouvoir prendre plaisir à faire des trucs comme ça, quoi. Mais dans ce cas-là, il faut être clair. Et dans ce cas-là, c'est une autre discussion qu'on a. Là, je peux être un peu rude dans la manière que j'ai de le dire, mais encore une fois, je dois rappeler, je suis pas là pour, enfin, tu vois, j'ai pas une position, il faut policer quoi que ce soit, etc. Je joue à des jeux qui sont moralement ambigus. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle After Pablo, qui parle du trafic de cocaïne en Amérique du Sud après la mort de Pablo Escobar. Bon bah voilà, c'est un jeu qui est très mauvais goût, genre bon, on va pas se mentir, mais voilà, moi je trouve j'aime sa dimension subversive, j'aime son jeu, etc. Après, j'en ferai pas forcément la promotion, et c'est un jeu, je me rends compte, qui est pas pour tout le monde, etc. Mais voilà, et j'ai la même rapport avec certains jeux de la série PAX. Typiquement Pax Renaissance, Pax Émancipation, parce que voilà, bon bah, le designer il est farfelu, il a des idées sur le colonialisme qui sont complètement foireuses, et j'ai pas forcément envie, tu vois, de promouvoir ses positions, etc. Oui. C'est pas pour ça que je peux pas trouver ces jeux intéressants, y jouer, et aussi me rendre compte des fois que c'est de manière assez rigolote, les jeux qu'il fait vont, peut-être sans qu'il s'en rende compte, à l'encontre de sa propre idéologie. Et du coup, ça c'est rigolo, et c'est rigolo à interpréter, et c'est sympa. Et je suis sûr que si je le rencontrais dans la vraie vie, je suis sûr qu'on aurait une discussion intéressante. Je pense pas que ce soit un sale type en plus, Phil Eklund. Je pense que c'est probablement quelqu'un de très sympathique, c'est juste que clairement, voilà, il est farfelu, quoi. Genre bon. Et c'est bizarre de pas l'admettre et de pas en parler et de pas parler de la dimension potentiellement problématique du fait qu'il soit farfelu, et que par ses jeux des fois il essaye de véhiculer des idées qui sont factuellement fausses, quoi. Ah, j'ai pas parlé de mon deuxième conservatisme. Il y a deux conservatismes. Le premier conservatisme, le conservatisme politique, etc. Après, il y a un deuxième conservatisme, et je fais juste un point là-dessus, qui est le conservatisme ludique. Donc, du coup, des gens, comme tu dis, les jeux sont que des jeux, qui est typiquement ça, en fait. Des gens qui pensent que le jeu ne doit faire rien d'autre que de proposer un moment ludique, et doit surtout ne pas nous faire réfléchir. En tout cas, pas nous faire réfléchir de manière complexe à l'histoire, à quoi que ce soit. Et en fait, en général, l'analogie que je fais pour les gens qui sont pas forcément trop à fond dans le jeu de plateau, pour qu'ils comprennent, je vais faire en général, je fais l'exemple de la bande dessinée. Et en fait, c'est comme des gens qui te diraient, en fait, la bande dessinée, c'est Astérix et Obélix et Spirou et Gaston Lagaffe, et rien d'autre n'existe. Et c'est la position de Bruno Feduti, en fait, c'est rien d'autre doit exister, et surtout ne m'embêtez pas. Je veux pas parler d'histoire, et qui est prof d'histoire, et qui dit non, l'histoire ne peut s'apprendre que dans les classes, etc. Et qui est super bizarre, et qui fait des fois des hiérarchies, des médias qui sont bien pour transmettre l'histoire ou pas, et qui est complètement farfelu aussi, mais d'une manière beaucoup plus amusante et moins problématique, on va pas se mentir. Et en fait, quelqu'un qui serait de cette position, Astérix, Obélix, Spirou, Tintin, Gaston Lagaffe, et qui refuse de voir qu'on est dans un monde où il y a eu Osamu Tezuka dans les années 60, il y a eu les Watchmen dans les années 80, et au final, il y a toute la bande dessinée indépendante, et des comme ça, des genre, mec, c'est beaucoup plus compliqué. C'est cool, si tu veux juste lire Astérix et Obélix, personne t'empêche de faire ça, et si tu veux juste dessiner Gaston Lagaffe, c'est ok, tu vois, genre, il y a personne qui va t'empêcher de faire ça, mais tu peux pas nier le fait qu'il y a tout le reste qui se passe à côté, et que la bande dessinée, ça parle de politique, ça parle d'histoire, ça parle de choses super intéressantes, et que tu peux pas juste nier le fait que en fait la bande dessinée peut être utilisée à ça, peut le faire bien. Typiquement pour revenir à ce sur quoi je travaille, Le Cri du Peuple de Tardy, c'est une super BD sur la Commune de Paris. Je vais pas dire non, la BD ça peut pas parler d'histoire, faut absolument lire des bouquins et aller en cours d'histoire. Enfin, on peut pas dire ça, c'est une position super bizarre, quoi. Et donc oui, et c'est un autre type de conservatisme auquel on se confronte. C'est un peu réducteur quand même. Très réducteur, en fait, des gens qui vont être dans le jeu de plateau, mais qui vont être réducteurs de son potentiel, en fait, qui refusent de voir son potentiel, et même pas son potentiel, parce que c'est un potentiel déjà là, en fait, sa réalité, en fait, sa complexité, sa richesse, seulement parce que leur expérience personnelle est limitée. Et en fait, ouais, c'est un peu le Diane Kruger effect, en fait, c'est des gens qui sont dans leur petit cocon, qui sont habitués à voir quelque chose et qui se rendent pas compte de la complexité de ce qui les entoure, en fait. Et c'est intéressant. Mais voilà, c'est un deuxième type de conservatisme auquel on est confronté, qui est plus amusant, mais qui est aussi, qui peut être très chiant aussi, mais pas aussi problématique que recevoir des messages de haine régulièrement parce que on a osé dire que l'esclavage c'était pas bien. Donc voilà. Enfin bref. Oui, c'est différents degrés de problématique. Ouais. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour qu'on discute, c'était vraiment passionnant, et puis voilà, d'avoir aussi accepté qu'on parle
enfin qu'on sorte plus du jeu enfin voilà, qu'on aille sur le terrain politique et historique, mais je savais que tu serais partant. Ouais, toujours. C'est des sujets qui m'intéressent aussi énormément. Et écoute, est-ce que tu seras à Cannes en février prochain, a priori, ou pas, pour présenter je sais peut-être que Nuts présentera. Est-ce que tu Il faut penses que j'en que parle tu avec seras l'éditeur, mais oui, c'est possible, ouais. C'est possible que je fasse le déplacement. Je te tiendrai au courant si c'est le cas. Mais oui, c'est possible, ouais. Je l'ai pas fait la dernière fois, mais là, en effet, il y aura probablement la VF qui sera présentée. Si c'est le cas, je vais. Bah là, ouais, parce que je pense que le jeu sera, le jeu sera sûrement présenté par Nuts Publishing, donc ce sera l'occasion. Ouais. Et puis comme ça, on pourra se rencontrer. Oui, avec grand plaisir. Et parler en vrai. Oui. Ça me ferait très plaisir. Carrément. Super. Ben, merci beaucoup encore une fois pour cette occasion et désolé d'avoir là tu m'as lancé sur la politique et l'histoire et du coup j'ai énormément parlé, je suis désolé mais c'était passionnant. Mais non, c'est normal, c'est le but. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci encore à toi et puis à bientôt pour tous les auditeurs et auditrices. Au revoir. Merci, au revoir.